Le NPR, entendez nouveau parti pour le rassemblement, a tenu sa réunion mensuelle ce samedi 9 mars 2013 à Paris. À l'heure du jour, outre la bonne nouvelle du brillant succès à sa thèse de doctorat en droit pénal international de M. Jonas Zadi, l'un des piliers du parti, la rencontre du jour a été l'occasion pour son président en exercice, M. Pascal Lobo, d'exposer la vision du parti, non sans rendre hommage à tous ceux et celles qui ont contribué à son émergence. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les camarades, ceux qui viennent à cette réunion pour la première fois. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais, saisissant cette réunion, rendre un vibrant hommage, même si en divers nous allons conclure. Je voudrais rendre un vibrant hommage au camarade Jonas Zadi, qui, depuis le 18 février, est devenu docteur en droit. Mention honorable de l'Université des Critères. Donc, si vous voyez que nous sommes dans un décor spécial, c'est justement pour nous une occasion de saluer cette thèse qu'on attendait depuis. Donc, ça fait un docteur de plus NPR. Donc, du coup, vous comprenez que le NPR regorge des qualités qui ont envie de participer à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire hybride. Donc, c'est ce combat que nous sommes en train de mener depuis. Sincèrement, vous savez, la Côte d'Ivoire, pour ce qu'elle traverse, a désormais besoin de certaines qualités et de l'engagement de ses filles et de ses fils. Donc, je voudrais saluer ce doctorat. Tout à l'heure, dans les divers, nous allons conclure ça. Je voudrais aussi saluer les camarades de la presse, Yvan TV qui est là, qui est venu couvrir cette importante rencontre. J'ai voulu quand même que cette chaîne de télévision qui fait un très bon travail, grâce à laquelle nous avons eu toutes les images du procès ou bien de l'audience du président Laurent Gbagbo. Il a informé les Ivoiriens minute par minute. J'ai voulu aussi qu'il soit là pour qu'on leur rende hommage. J'ai invité le camarade Kamit, c'est un Haïtien. Lui aussi, il fait circuler les images de la lutte que nous menons dans le monde entier. J'ai aussi voulu qu'il soit là, qu'on se parle. Vous savez, au niveau des informations, vous savez tout ce qui s'est passé à la CPI. Les choses sont en train d'évoluer, mais à une vitesse vertigineuse. Et croyez-moi, la victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin parce que ceux-mêmes qui ont intenté le procès contre Laurent Gbagbo n'ont pas de preuves. Alors sur quoi on se baserait pour le condamner? Pour nous, aujourd'hui, la CPI est devenue presque caduque. Elle risque même de disparaître par le procès de Laurent Gbagbo parce qu'elle a montré ses limites
à tenir un procès correct, un procès juste. Donc, je voudrais, saisissant cette occasion, saluer tous les Ivoiriens pour leur dire que depuis 2 ans, nous avons commencé un message important, un combat important qui est en train d'évoluer. Donc, on ne pouvait que saluer ceux qui continuent d'être mobilisés. Vous savez que hier, il y avait eu une importante marche. Les Ivoiriens sont ressortis. J'étais même étonné. Parce qu'ils ont commencé par le procès à avoir espoir. Il y avait du monde dans la rue hier. Nous avons marché de la place Clichy jusqu'à Sanigrad. Il y avait du monde dans la rue. Tout simplement pour faire porter la voix de celui qui est pris en otage à la CPI. Il nous a lancé un message à nous tous. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Donc nous avions obligation de faire l'écho de ce message. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui avait intérêt à faire la guerre. Le monde entier a commencé à comprendre. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Nous devons donc nous serrer les coudes, comme nous l'avons fait depuis bientôt 2 ans, pour gagner le combat que nous avons commencé. Et on est plus loin de la victoire. Le monde a commencé à changer de fusil d'épaule. Canard enchaîné, ce journal qui avait traité Gbagbo de tout. Marianne, le journal qui avait traité Gbagbo de dictateur. Ces journaux ont commencé à dire la vérité. Parce que justement, eux-mêmes, on leur avait caché la vérité. Ça va se savoir. Très bien. Et j'ose croire que le 28 mai, qui est le jour butoir pour le verdict de l'audience, avant même cette date peut-être, nous irons à Abidjan. Nous allons partir à Abidjan pour aller faire la fête de la victoire. Le régime s'écroule. Le régime installé par la communauté internationale s'écroule. Et la victoire du peuple digne ivoirien, du peuple décomplexé de Côte d'Ivoire a commencé à se dessiner. Donc, il faut accompagner, aller vers, courir vers cette victoire. Ça ne sera pas une victoire octroyée. Ça sera une victoire méritée au nom du combat que nous menons depuis plus de 2 ans. C'est pour cela qu'il faut continuer à remobiliser les troupes. Hier, dans ma prise de parole au meeting de Stalingrad, j'ai repris les propos du président Gbagbo qui avait dit qu'il ne fallait pas jeter le bâton parce que le serpent n'est pas encore mort. Oui, effectivement, le serpent est encore vivant, mais nous allons le battre jusqu'au dernier souffle. Nous avons dit devant la presse internationale, je pense que vous avez vu, que les criminels de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui ont organisé de toutes pièces le massacre du peuple ivoirien, sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qu'il faut poursuivre. Ce n'est pas ceux qui ont de façon démocratique appelé au recomptage des voix qu'il faut maintenir en otage à La Haye. Vous savez, Dieu, le Tout-Puissant, ne fait rien au hasard. Ceux-mêmes qui avaient refusé le recomptage des voix au président Gbagbo Odinga du Kenya ne veut pas accepter sa défaite au Kenya depuis 2 jours.
il veut qu'on recompte les voix. Or, on peut recompter les voix. Si on avait recompté les voix comme l'a demandé le président Laurent Gbagbo, il n'y aurait pas eu de mort. Or, ils ont préféré la guerre à la place du recomptage des voix. Donc, naturellement et logiquement, c'est ceux qui appellent à la guerre. Et quand nous savons tous que la guerre ou bien les morts sont les conséquences de la guerre, ceux qui ont naturellement appelé à la guerre sont les responsables des morts. C'est pour ça justement le président Gbagbo, malgré que Madame la procureure, son Excellence Bensouda, ait voulu occulter la question de savoir qui a gagné les élections, le président Gbagbo l'a fait ressortir. Comme par ses mêmes propos, par lui-même ses propres propos, il en était choqué que la procureure veille qu'on parle des crises post-électorales sans parler des résultats qui ont amené à la crise. On veut qu'on parle de l'enfant sans évoquer le père et la mère. Ça va les rattraper. Ça va les rattraper, mais pour l'instant, nous n'avons aucun bilan à faire. Pour l'instant, nous avons un combat à mener. Et ce combat-là nous exige, comme nous l'avons toujours fait, des sacrifices. Et nous croyons à la victoire. La victoire n'est pas loin. Le NPR, ce jeune parti, le nouveau parti pour le rassemblement, ex-Copassi, pour ceux qui ont une grande mémoire sur tout ce que nous avons fait, en 2008 à 2, on occupait déjà la CPI. C'était une action préventive que nous avions engagée. Vous savez, la politique, quand on veut être leader, il faut avoir le pouvoir de voir plus loin. Nous avons engagé les manifestations devant la Cour pénale internationale depuis 2008. Des gens ont commencé à rire. Mais tu crées un parti politique, au lieu d'aller présenter ton projet de société aux Ivoiriens, c'est devant la CPI. Je leur ai dit, mais vous savez que ce combat va se terminer par la CPI. C'était en 2008. Mais on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire avait déjà reconnu la compétence de la Cour pénale internationale depuis le 18 avril 2003. Donc la porte de la CPI était déjà ouverte aux Ivoiriens. Nous avons tout simplement souhaité, à travers notre action de 2008, qu'une petite plainte soit déposée à la CPI, même une main courante. Et la plainte de Dramane Ouattara, en 2011 ou bien 2010, aurait déjà trouvé une autre plainte de l'État de Côte d'Ivoire. Et on allait voir par quelle plainte la CPI allait commencer. C'est le combat que nous avons mené. Les gens riaient. Certains même rigolaient. Pour dire oui, le beau veut faire une grève de faim devant la CPI. Je leur ai toujours répondu que je ne ferai pas une grève de faim pour des gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de manger. Pourquoi je mourrais de faim pour eux? Mais j'ai mené une action juridique. Et aujourd'hui, cette action est devenue historique. Nous étions premiers à la CPI. On ne nous avait pas écoutés parce qu'on n'avait pas la grande carrure, ou bien on n'avait pas peut-être les médias. Mais on ne fait pas la politique avec les billets de banque. La politique se fait avec des idées nouvelles, des idées rénovatrices. C'est ça la politique. Sinon, le président Gbagbo n'aurait jamais combattu au fouet le multimilliardaire. C'est ça la vérité. Donc c'est ce combat-là
que nous sommes en train de mener. Nous recrutons des jeunes. Parce que après les grands frères, à la sortie de cette crise-là, il faut qu'on s'assied avec les grands frères. Pour qu'on parle comment ils ont pu gérer la Côte d'Ivoire pour qu'on rentre dans une crise. Ça, c'est nous, notre génération, qui doit leur poser la question. Parce qu'on leur a confié la destinée de la Côte d'Ivoire. Voilà notre combat. Mais nous ne pouvons pas, pendant que nos frères des aînés sont privés de leur liberté, nous ne pouvons pas nous engager dans un tel combat. C'est pour ça que nous sommes dans la rue. Il faut libérer tout le monde. Dans un pays, dans une nation où il y a des prisonniers politiques, il y a forcément au pouvoir un dictateur. Donc Ouattara est un dictateur. C'est la logique. Il y a des prisonniers politiques, donc celui qui dirige le pays est forcément un dictateur. Et donc, nous sommes en train de mener ce combat et nous avons toujours lancé un appel à la jeunesse de nous rejoindre parce que ce n'est pas forcément quand on a 70 ans, 75 ans qu'on fait la politique. Obama, à 47 ans, était déjà à la tête des États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Ça veut dire il y a longtemps qu'il a commencé. Donc il faut qu'on commence pour que, à la fin de la crise, on puisse créer un front pour qu'on parle avec ceux qui avaient, la gestion de la Côte d'Ivoire en main. Depuis 1960, des gens ont fait la politique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là. Bill Clinton est venu les trouver. Il a fini les partis. Et ils sont là. George Bush est venu. Il a fini. Il a terminé les partis. Mais eux, ils sont là. J'ai même parlé de Bush Fitz. Mais Bush père lui-même. Il a fini. Mais eux, ils sont encore là. Et ils se posent toujours à nous comme un espoir, comme un avenir. Il faut que notre jeunesse s'organise. C'est pourquoi j'ai dit que, vous savez, nous préparons le premier congrès du parti pour parler de la culture. Nous allons parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire, sans proposer les armes. Voilà. Nous allons leur montrer une autre voie. Nous allons leur dire, quand quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas être maso pour continuer de suivre. Aujourd'hui, les gens ont faim. L'argent travaille. Et puis, ça ne circule pas. Donc, les Ivoiriens ont faim. Alors qu'il y a un monsieur qui leur avait proposé qu'il était une solution et qu'il arrive au pouvoir, les gens allaient avoir 3 repas par jour, comme ici. Mais ils n'ont même pas un seul repas garanti par jour aujourd'hui. Parce que justement, l'argent travaille. Et ça ne circule pas. L'économiste qui nous dit ça. Ça veut dire que Monsieur Solution est finalement devenu Monsieur Problème. Ce n'est pas une histoire de je viens du Nord, je suis baoulé, je suis bêté, je suis ta. Le R qui est dans notre parti, c'est rassemblement. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal républicain. C'est de ça qu'il s'agit, sans que personne ne parle d'être. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'arrange pour aller parler à nos camarades, pour parler aux Ivoiriens. Pour leur dire de changer de fusil d'épaule. Quand quelqu'un ne peut pas changer ta vie, il laisse la personne tranquille. La politique, ce n'est pas la nourriture. Voilà. Il y a des gens, des jeunes que je vois aujourd'hui, on les contacte. Dès qu'on les contacte, les gens des partis. Il va là où on lui a proposé quelque chose. Mais non, ce n'est pas ça la politique. Nous suivons le COPACI depuis 2001. Quand je parle avec des gens, je leur dis que nous avons créé le COPACI parti politique en 2008. Les gens n'ont pas été au pouvoir. Mais on n'a pas regardé l'argent, sinon on aurait créé un club de soutien. Comme ça se faisait en son temps, les clubs saisonniers. Juste dans la période de politique.
plein de clubs de soutien secret pour que les gens mangent. Il faut qu'on sorte de cette politique-là. Et si le NPR, premier mouvement politique né de la diaspora, continue de battre le pavé en France, n'empêche que celui-ci a bien l'intention de participer aux prochaines élections présidentielles de 2015 en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour. On vient de vous écouter. Votre discours ressemble fort bien à un discours de politique générale du NPR ou c'est un discours pour remobiliser vos troupes après 2 ans de manifestation ici à Paris? Maintenant, nous sommes en train de préparer le premier congrès du parti au Palais de la Culture de Treichville. Donc, naturellement, le discours que vous venez d'attendre, c'est celui que nous allons présenter aux Ivoiriens. Parce que le leitmotiv de notre parti, c'est le changement. Donc, nous ne pouvons pas proposer la même chose que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne sont plus une solution. Nous considérons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une autre étape. Il faut mobiliser, remobiliser les troupes. Il faut mobiliser les étudiants qui sont aujourd'hui quelque part oubliés. On leur a promis des universités. Les gens ont fait le contraire. Ils ont juste mis la peinture sur les bâtiments que nous connaissons depuis 1960. Les frais d'inscription ont augmenté. Tout ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons dit qu'il faut que la jeunesse du Côte d'Ivoire accepte elle-même de changer pour que ceux qui les gouvernent changent. Donc aussi la sécurité, il faut que les gens voient. Nous sommes un parti politique. Les gens m'ont dit, mais Lobo, est-ce que tu ne risques rien aujourd'hui? Tu veux partir faire un congrès en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas fait la guerre. Est-ce que les autres présidents des autres grands partis avec lesquels ils se sont battus ne sont pas en Côte d'Ivoire? Moi j'ai le droit, je n'ai pas fait de guerre, je n'ai pas participé à un conflit post-électoral. Mais je suis à la CPI et j'irai toujours à la CPI tant que des innocents seront détenus là-bas parce que j'y vais depuis 2008. Et vous avez donné rendez-vous aux Ivoiriens pour quand, pour le congrès? Normalement, bientôt, on va se revoir pour un point de presse spécialement sur le congrès. Mais vous voyez la salle, toutes ces femmes qui sont debout, qui sont en train de travailler, toutes les conditions se réunissent aujourd'hui pour le congrès. Et bientôt, nous allons faire un grand point de presse dessus pour de façon officielle annoncer le premier congrès du parti. Et bien avant 2015, certainement. Bien sûr, puisque je serai candidat au présidentiel. De 2015? Bah oui, bien sûr. Donc il faut que le congrès ait lieu avant 2015 pour que mon parti m'investisse comme le candidat de ma structure. Donc le congrès, il faut dire que si on n'a pas pu le tenir là en 2013, mais forcément en 2014, il aura lieu puisque les élections générales en Côte d'Ivoire c'est en 2015, je vais au présidentiel. Voilà. Ainsi dit, reste à savoir si les nouvelles autorités ivoiriennes sont bien disposées à accueillir de nouveaux challengers, surtout ici de la diaspora.